Alors, Samuel, c'est un secteur qui m'interpelle, le secteur automobile. Vraiment, il m'interpelle parce que j'aimerais d'abord commencer par poser une question. Pourquoi ça met autant de temps à être rappelé? Imaginons, je veux une voiture, je demande sur Internet, comme ça, je veux une voiture, je voudrais acheter la dernière Zoé, par exemple. Pourquoi on met autant de temps pour me rappeler quand on me rappelle? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme toutes les entreprises plus que centenaires, on a ce qu'on appelle une legacy. C'est-à-dire que les choses ont été faites d'une certaine manière pendant un certain nombre d'années. Il se passe aussi qu'on ne maîtrise pas nos circuits de distribution, qui ne sont pas intégrés, surcursalisés comme une partie des gens qui sont dans la salle. Ce sont des concessionnaires, ce qui va se rapprocher du modèle de la franchise. Et on a des outils, des indépendants bien sûr, et puis on a des outils qui ne se parlent pas. Oui. C'est-à-dire qu'historiquement, la grande majorité de nos outils a été construite dans les années 80. Oui, et comme on n'a pas de prise directe, hein, c'est pas complètement intégré avec Renault, bah, du coup il faut aller les convaincre à la limite avec son bâton de pèlerin, quoi. Exactement. Faut quelque chose. Alors, justement, on va essayer de développer un peu comment on peut changer tout ça. Aujourd'hui, la plupart des concessionnaires attendent que le client franchisse la boutique pour qu'il y ait une interaction. L'objectif, vous voulez faire en sorte que ça se passe avant. Et vous avez lancé un projet justement pour que l'interaction avec le client puisse se faire avant qu'on entre en boutique. Ça paraît, pour certains secteurs, ça paraît complètement normal, mais dans le secteur automobile, c'est pas quelque chose d'évident. C'est ni évident ni naturel. Donc, pour illustrer cette transformation, on a choisi un projet qui s'appelle Leadit, qui consiste à récupérer ce qu'on appelle les leads et les opportunités, qui sont en fait les demandes qui ont été formulées sur le client sur différents canaux, le web, bien évidemment, les réseaux sociaux, les affiliés, pour nous, dans l'automobile, les salons et les événements. Et donc, cette demande, on la récupère et on la traite via une application mobile, donc qui s'appelle Leadit, qui permet, pour faire simple, de passer en moyenne 8 jours pour traiter une demande d'un client. En gros, je veux acheter une voiture, je veux faire un test sur une voiture. C'était 8 jours en moyenne dans le monde. On est passé de 8 jours à 30 secondes. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi? Parce que c'était quoi? C'était traité à la mano? Parce qu'on imagine tous la scène. On va au salon de l'automobile, où on voit une pub à la télé, on remplit un formulaire sur un configurateur, le fameux configurateur. Et toutes ces informations, elles étaient bloquées. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi elles n'arrivaient pas jusqu'à... Voilà, parce que ça passe par des transformateurs de l'information. Bon, pour ceux qui connaissent des systèmes de Wired, on arrive dans des outils de Salesforce. Ces outils de Salesforce sont transférés à des filiales Renault dans les pays. Ces filiales Renault retraitent l'information et la renvoient vers le distributeur sur des outils qui communiquent mal, avec des pertes, ce qu'on appelle des leaks, des pertes un peu partout sur la chaîne. Et puis peut-être aussi pas les bons outils pour nos collègues dans la distribution. Bon, si bien que leur priorité était plutôt de traiter un client qui arrivait en face à face qu'un client qui arrivait sur un ordinateur. Oui, bien sûr. Et si c'était pas fait piquer entre-temps par un autre configurateur ou un autre... Exactement. Alors, justement, racontez-nous justement ce projet Leadit. Hein, donc, vous avez compris, hein, on récupère les leads de n'importe quel canal et on les met directement... Ça passe par quoi? Ça passe par une application mobile, vous avez expliqué. Exactement. Donc, la genèse du produit, c'est d'abord et avant tout une conduite de changement classique où on désobéit, où on n'écoute pas ce que l'écosystème vous dit, et on fait deux choses. On est en prise directe avec ceux qui vont utiliser l'application, dans le cas présent des vendeurs, donc quelques-uns de nos 20 000 vendeurs dans le monde, et on lui explique comment il interagit avec le client, comment ça se passe, de quel type d'information il a besoin. On part du besoin du client en prise directe, et on oublie tout le reste. D'accord. Le client final, comment je peux le satisfaire, aller plus vite, simplifier, sans couture, et le client utilisateur dans ce cas de figure. Et on relie les deux sans tenir compte de ce qui se passe autour. Donc ça veut dire qu'on casse tous les process, toute l'organisation, toute la circulation de l'information, avec des conséquences multiples sur l'ensemble de la chaîne. Alors, vous avez dit il faut désobéir. Ça veut dire que ce projet, alors écoutez bien, hein, ce projet a été fait, grosso modo, c'est vous qui l'avez imposé à votre hiérarchie, à votre direction. Racontez-nous ça. Alors, je ne l'ai pas imposé, c'est un peu plus, on va dire, sioux, plus malin que ça. Non, c'est là concrètement comment ça s'est passé. On est allé chercher un pays test, si possible, loin du cœur de l'entreprise. En l'occurrence, c'était la Suède, parce que j'avais de bons rapports avec le directeur général. Et on l'a testé chez des vendeurs Volvo, puisque là-bas, Renault est distribué par des vendeurs Volvo. Donc il y avait moins d'enjeux cachés. Et puis une fois que ça a fonctionné, que les résultats ont été excellentissimes, on a commencé à déployer. Parce que concrètement, quand j'ai lancé
ce besoin, le cahier des charges qui m'a été donné par l'écosystème Renault, je serais encore en train de travailler sur ce cahier des charges si j'avais suivi le cahier des charges. D'accord. Bon. Oui, parce qu'il y a tellement de lourdeur, de freins, d'historique. Vous parlez d'héritage, de legacy, qu'on ne peut pas changer. Là, c'est j'aime pas ce mot disruption, mais c'est vraiment mettre un gros coup de pied dans ce qui existe. Exactement, parce que si je simplifie mon propos, peut-être un peu à l'extrême, mais l'écosystème autour de moi attend que je digitalise le parcours du client. Et on ne digitalise pas un parcours client, on bâtit une stratégie dans un monde digital, c'est pas la même chose. Bien sûr. Donc je ne vais pas prendre les process actuels de Renault et les digitaliser, c'est pas mon boulot ça. Surtout que ça ne correspond pas à des attentes de clients qui sont extrêmement évolutives. Donc à un moment donné, il faut oublier ce qu'on vous demande. Par exemple, pour illustrer, on va demander des outils de reporting parce qu'ils veulent pouvoir contrôler l'ensemble des leads sur la chaîne. Ben, on vous leur expliquer que quand vous lancez la première version de votre produit, pour les digitaux, un MVP, vous leur expliquez qu'ils n'auront pas de reporting, mais que ce n'est pas grave. C'est bon pour le vendeur, c'est bon pour le client, on fait plus de ventes, on accélère les rotations, on fait du free cash flow, le client est satisfait, tout va bien. Donc remettre le fameux client au centre, s'intéresser à ses problématiques avant de s'intéresser à ses propres process avec son nombril. Vous avez dit que vous avez démarré en test sur la Suède. Est-ce que vous pouvez faire un point sur le déploiement aujourd'hui? C'en est où ce fameux projet qui récupère, on le répète, qui récupère les leads un peu partout sur les salons et autres et qui les transfère en 30 secondes? Oui. 30 secondes, enfin entre 20 et 30 secondes, mais en 30 secondes c'est fait. Donc aujourd'hui c'est 13 pays, 4000 vendeurs, donc on est en plein dans le déploiement, sachant qu'il y a plusieurs natures de leads. On fait des leads sur le véhicule neuf, le véhicule d'occasion, les métiers de la prévente. Donc on est en déploiement sur tout ça. Bien entendu, on étoffe ce produit, cette application mobile, par des briques fonctionnelles supplémentaires, donc ils vont finir par avoir leur reporting. Et on déploie auprès des vendeurs et ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est les résultats, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'avant on mettait combien, 3 semaines, combien entre le moment où... 2 chiffres, un client sur 2 qui émettait une demande n'était jamais rappelé du tout dans le monde. Un client sur 2 jamais rappelé du tout. Du tout. Je veux acheter une voiture, je veux faire un essai voiture, on ne vous rappelait pas. D'accord. Okay. Et sur les 50% qu'on traitait, on les traitait en moyenne sous 8-10 jours. D'accord. C'est-à-dire concrètement, il y avait un contact téléphonique ou physique au bout de 8-10 jours. Oui, et on voit justement, on parlait de friction tout à l'heure et de cycle de vente long. À la seconde, on est dans un monde de l'instantanéité aujourd'hui. On ne peut plus admettre ces délais à rallonge. Alors, on a vu des délais un peu plus courts pour que la personne soit rappelée. Donc des délais plus courts, ça veut dire un meilleur taux de transformation et de conversion. Surtout qu'on sait qu'à peu près un tiers de nos clients, ils configurent chez nous, mais chez nos concurrents. Ah oui. Ils vont configurer une Clio et une Peugeot 205 en même temps. Donc évidemment, si vous le rappelez en 30 secondes, vous avez quasiment 100% de chances de plus de convertir chez Clio plutôt que chez votre concurrent. Bon, c'est juste mathématique. C'est comme les déménageurs. Quand on a fait des devis pour déménager, c'est le premier qui rappelle qui a raison. Exactement. D'où l'intérêt d'accélérer ce... Exactement. Ça, c'est le premier bénéfice. Donc il y a un effet waouh aussi chez le client parce que sur nos types de métiers, il est quand même étonné qu'on le rappelle aussi rapidement. Bon. Et donc, on a une meilleure note qualité, plus de fidélité, de satisfaction. Il y a des gains, bien entendu, sur les ventes. En l'occurrence, la Suède, sans rentrer dans des détails confidentiels que je ne peux pas partager, mais on a gagné 8 points. Sachez que sur un marché automobile, chaque année, les enjeux, c'est plus ou moins 1 point sur les marchés qui sont matures et stables. Donc, c'est énorme. Et puis il y a des enjeux pour nos amis financiers de cash flow puisqu'on a réduit de 3 jours la rotation de nos stocks sur les voitures. Et une voiture, c'est une valeur marchande importante, donc 1 jour de stock voiture, ça coûte cher. Oui, réduit de combien vous avez dit? 3 jours? 3 jours. 3 jours et 3 jours de rotation. 3 jours de le cycle de vente. Et on pense qu'on va pouvoir aller plus loin. Et quand on voit le nombre de voitures qu'il y a chez Renault, éventuellement parfois en stock, quand on multiplie, quand on fait la petite opération, ça fait beaucoup de millions. Ça finit par faire du monde. Moi, ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est qu'on est obligé, quand on lance ce type de projet, d'aller un peu contre l'établissement, c'est-à-dire que contre les choses qui sont déjà établies dans l'entreprise. Ouais. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, qu'on insiste un peu comment on arrive à convaincre, parce que là vous avez convaincu par l'exemple, mais quels seraient vos conseils que vous donneriez aux gens dans la salle qui se confrontent à une direction qui est peut-être un petit peu conservatrice, qui ne veut pas changer? Qu'est-ce que vous leur conseillez par exemple? Je pense que le point central, c'est la gouvernance des projets de transformation, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient positionnés au bon niveau dans l'entreprise, avec le bon niveau
d'empowerment, c'est le bon niveau de responsabilité. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est qu'il faut que nos dirigeants, et je me qualifie moi de dirigeant traditionnel, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis immergé dans ce monde digital puisque j'encadre majoritairement des développeurs, donc des équipes qui développent des applications. J'ai fait cet effort à plus de 50 ans de me remettre dans ce bain-là. Il faut qu'il y ait plus de dirigeants qui le fassent parce qu'il faut arriver à faire le lien entre l'ancien monde, le nouveau monde, entre des business models qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et si on n'est pas dedans, moi, très honnêtement, je comprenais les 20 ou 30% de ce qui se passait autour de moi. C'était pas assez, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, il faut que les dirigeants s'immergent. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans la salle doivent convaincre leur hiérarchie de s'acculturer et de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que l'IDIT, j'ai parlé des bénéfices concrets, tangible, mesurable, mais ce que ça préfigure, cette application, c'est la manière dont on va interagir avec le client. C'est-à-dire concrètement, cette application, elle vous permet de laisser choisir au client son tuyau de communication. Il va y avoir des allers-retours permanents entre le vendeur et le client via FaceTime, WhatsApp, Instagram, etc. Ça veut dire que c'est un dialogue qui s'instaure avec le client qui n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous si vous le souhaitez avec un vendeur aujourd'hui. Oui, bien sûr. Avant, c'était au mieux, il y avait le cliquer pour me rappeler, des choses comme ça. Mais là, l'avantage, c'est que c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on est sur son mobile, quel que soit le canal dans lequel je me trouve, je peux être en contact avec... Je personnalise, je m'adapte à ce que souhaite le client, son rythme, ses outils. Donc, quelque part, l'IDIT, c'est une nouvelle façon aussi de communiquer avec le client. Alors, il y a un autre truc aussi qui, moi, me fascine dans le monde automobile, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez quoi que ce soit, vous commandez un hamburger sur Deliveroo, vous achetez des pâtes sur Amazon ou bien vous commandez un Uber, vous savez exactement à la seconde quand il va arriver. Une voiture, vous signez et on vous dit, on vous rappelle. Et souvent, on attend 3 mois et on a mis le chèque déjà. Exactement. Ça va changer ça un jour Oui, on a dans le portefeuille de projets de transformation qu'on a, on a un projet qui va adresser ce point-là, qui permet de traquer le véhicule sur l'ensemble de la chaîne. Sachant que quand je dis l'ensemble de la chaîne, il faut comprendre qu'il y a des gens qui stockent nos voitures, qui sont absolument pas équipés. Vous savez, ces immenses parkings où on voit des milliers de voitures quand vous êtes dans les avions, ces gens-là, ils n'ont pas les outils. Nos transporteurs, nos logisticiens n'ont pas les outils. Et on le sait tous, si vous ne mettez pas une puce RFID, si vous ne scannez pas des codes barres sur vos véhicules, vous ne savez pas où ils sont. Et donc, on est en train de remettre en place cette chaîne d'outils qui communiquent entre eux, les fameuses API qui vous permettent d'interfacer les différents outils sur différents acteurs de la chaîne. Et on est dans ce process-là, mais ces outils n'existaient pas. Oui, donc, mais du coup, c'est un investissement assez lourd et c'est une transformation aussi des façons de faire, parce que vous parliez des grands parkings, mais ça veut dire les numériser, parce qu'on est obligé de passer par une transformation numérique à ce moment-là. Exactement, bon, c'est relativement classique, mais c'est une transformation d'outils. Donc il faut, entre guillemets, rattraper la dette technologique qu'on a, et nous, dans les métiers de l'automobile, elle est très lourde. C'est une transformation de mindset. Dans l'esprit des gens, il faut qu'ils comprennent qu'il nous faut impérativement plus de transversalité et qu'il faut évoluer. Puis c'est une transformation d'outils au quotidien pour les collaborateurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans les projets que je gère, par exemple, moi je gère un écosystème avec des milliers de personnes. Et on le sait tous dans cette salle, quand vous mettez plus de 10 personnes dans une même salle, 10 décideurs, vous avancez pas. Donc c'est les outils qui nous permettent de faire interagir des centaines de personnes sur des projets très complexes. Et elle est là la clé, c'est toujours plus de transversalité, toujours plus de complexité. Donc il faut les outils pour gérer ça. Oui, donc des outils et surtout un changement, moi ce que je retiens, un changement d'état d'esprit, et même s'il faut parfois un peu bousculer certains dirigeants pour leur dire, bah oui, on peut transformer sans avoir besoin du reporting ou bien de faire comme on faisait d'habitude. Exactement. Merci beaucoup, Samuel. Merci.